Salam alaikum. Euh, Dans cette vidéo, nous allons aborder le cours numéro 3 dans sa deuxième partie intitulée Le classicisme et le rococo. C'est la deuxième partie du cours qu'on a commencé la semaine passée qui s'intéressait à l'architecture baroque. On a parlé du contexte de la réforme et de la contre-réforme de l'Église catholique et comment ce mouvement des jésuites s'est lancé dans une création artistique de masse dans un objectif de reconquérir les fidèles. C'est-à-dire on a utilisé l'art pour attirer les fidèles vers l'Église catholique, vers la religion catholique, en opposition au protestantisme. Donc on a vu comment on a fait une rupture avec l'architecture de la Renaissance. Donc on a pris le maniérisme et c'était un développement. Comme à l'intérieur des églises, c'était dans un effet théâtral, des formes ovales, ellipsoïdales, des espaces unifiés, des formes concaves et convexes, des façades très dynamiques, richement décorées, des coupoles aux échelles monumentales. Les nouveaux éléments comme les niches qui abritent les statues, le cartouche, les illusions optiques, c'est-à-dire qui donnent un effet magnifique, spectaculaire. Et on a vu les deux architectes les plus importants, les plus influents, Gian Lorenzo Bernini et surtout Borromini, qui ont travaillé sur des illusions optiques, même en ce qui concerne l'espace, c'est-à-dire spatialement illusions optiques. Et on a terminé avec une synthèse. Et on a terminé avec une synthèse ou une shna que les historiens ont considéré l'architecture baroque comme presque une décadence de l'architecture de la Renaissance. C'est-à-dire cette exagération de décor n'est pas forcément quelque chose de très intéressant qui ajoute une valeur à la production architecturale. Bon, dans cette deuxième partie, on est toujours dans la même période historique, c'est-à-dire toujours les années 1600-1700. Et on va voir comment est fait le contexte de ce classicisme. Donc, on a commencé avec Louis XIII. Donc, la scène, c'est pas en Italie, mais c'est beaucoup plus en France. Donc, le contexte général, c'est que Louis XIII, c'était le roi entre 1610 et 1643. Et Marie de Médicis, la femme d'Henri V. Les Médicis, si vous vous souvenez, c'est une grande famille qui régnait à Florence. Et Marie de Médicis, c'est une femme italienne. Elle était mariée à un des rois de France. Donc, elle a essayé d'apporter un peu euh, l'héritage italien avec elle. Donc, au début, il y avait une certaine influence du baroque italien sur la production architecturale en France. Notamment, grâce bien sûr parce que les deux pays sont voisins, mais aussi grâce à cette femme, Marie de Médicis. Par la suite, avec Louis XIV, quand il y a une certaine stabilité économique, la monarchie française, elle était en plein essor, en pleine force, donc ce qui veut dire qu'elle va se détacher un petit peu de l'influence italienne. Là, on parle d'influence artistique dans la production architecturale. Et il faut savoir qu'avec Louis XV, c'est-à-dire dans les années 1700 à 1770, c'était la révolution philosophique, notamment avec Jean-Jacques Rousseau et Voltaire et d'autres. Descartes aussi. On va revenir par la suite, on va voir l'influence de ces philosophes sur la production architecturale. Alors, si on va faire une comparaison, c'est-à-dire le contexte général, en Italie c'était un contexte religieux, puisque l'architecture durant cette période, elle était faite pour attirer les fidèles vers l'église. Elle était faite dans un objectif religieux. Contrairement en France, l'église n'avait pas une très grande valeur, n'était pas très puissante, puisqu'il y avait un système de règne. La France était une seule monarchie, donc il fallait glorifier le roi et la monarchie.
Donc, l'objectif de cette production architecturale en France durant cette période, c'était de mettre des limites à l'influence italienne. On veut se montrer, on veut glorifier la force de la monarchie française, donc il faut faire une rupture avec l'influence italienne. Et donc, l'Italie, c'était dans un objectif religieux, pour attirer les fidèles vers la religion catholique. L'architecture baroque française, c'était dans l'affirmation de la force royale. Donc, si le baroque italien se basait sur la passion, l'émotion, la liberté, donc on parle de liberté de forme, liberté des règles de création architecturale, c'est-à-dire il n'y a pas beaucoup de limites, vous êtes libre, vous faites ce que vous voulez à votre manière. Le classicisme, c'était beaucoup plus rationnel. Et on a l'influence des philosophes. Donc on dit cartésien, la logique de Descartes, le grand mathématicien philosophe. L'architecture baroque, c'était une architecture dynamique. شفنا comment à travers des formes concaves convexes, les façades ondulées, les formes courbées, les différentes ruptures au niveau des corniches, la façade, etc. L'architecture du classicisme, elle est aussi dynamique, mais par une hiérarchisation des espaces, par des profondeurs, mais avec des formes régulières. On a des profondeurs, on a des avancées, des parties en recul, des niches, mais c'était avec des formes ondulées, courbées. C'était avec, on donnait pas beaucoup d'importance à cet aspect de régulier. Maintenant, on est dans une rationalité et on essaie de travailler toujours avec une certaine logique. On essaie de réduire, bien évidemment, les décors. Donc là, on a des décors très riches, très, très exagérés, on dit très exubérants. Et la façade, elle était chargée. Même l'intérieur, c'était trop chargé en éléments décoratifs. Tout ce qui est statues, sculptures, tout ce qui est fresques. Là, c'est très sobre. Donc maintenant, on va utiliser des décors là où il faut, selon une certaine logique, selon un principe de réflexion. On ne va pas charger la façade avec des niches un peu partout, là, des décorations un peu partout, d'une manière émotionnelle, d'une manière libre. Là, ça va être d'une manière plus logique, plus claire. Alors, un peu d'histoire. Il faut savoir que Bernini, le grand architecte italien, on l'a convoqué en France pour rénover le palais du Louvre. Et Bernini, voilà ce qu'il a proposé. Donc, fidèle à son héritage italien, des statuettes au niveau de l'attique, des colonnes corinthiennes, des pilastres, des arcades en plein cintre, des frontons, une partie surélevée sur un très grand podium, là un piédestal pour tout le bâtiment. Et on a essayé de retravailler un peu cette question de courbure, cette question d'aspect dynamique au niveau des façades. Bien sûr, la proposition de Bernini a été rejetée euh, puisque la monarchie en France elle était entourée de philosophes et c'est eux qui critiquaient la production architecturale. Pour eux, ça c'est très chargé, c'est pas rationnel, c'est pas logique. Et puis ça ressemble beaucoup à la production architecturale en Italie. Or, nous on veut faire quelque chose de différent. Alors, il a fait une deuxième proposition. Là, c'est plus sobre, donc divisé en deux parties. On peut trouver une certaine hiérarchie. Il y a une partie à laquelle on va donner beaucoup plus d'importance par rapport aux autres parties. Donc là, on va utiliser des colonnes. Là, on va utiliser des pilastres. Là, on va utiliser des arcs plein cintre qui ont une certaine importance. Là, c'est beaucoup plus des ouvertures moins importantes. Marquage de l'entrée, l'axe de symétrie dans la partie centrale uniquement. Donc là, c'est ce qu'on appelle hiérarchie. Donc on va donner de la valeur à une partie par rapport à une autre. Cette proposition a aussi été refusée. Il a fait une troisième proposition. Il en a donné beaucoup plus d'importance à la partie médiane, au milieu. Et les autres, c'était très très sobre. On a limité les décors au maximum.
Et à la fin, bien sûr, on n'a pas accepté les propositions de Bernini. On a fait appel à un architecte français, Perrault, et c'est lui qui a fait la proposition retenue. Donc, toutes les statuettes qui étaient posées dans la partie haute, elles ont été supprimées. Les décrochements entre les deux parties latérales ont été réduits. Donc, on a regardé, il y a un décrochement très important. Donc, là, le décrochement était très réduit. Donc, on a aussi un certain aspect dynamique, mais c'était très réduit. Il y a cette hiérarchie des espaces. Donc, on peut diviser la façade en trois parties. Donc, première partie, c'est la plus importante, avec un fronton, avec des colonnes et un marquage de l'entrée. Deuxième niveau d'importance, on a les deux ailes, 1 et 2. Et la troisième niveau, c'est ça. Tout ce qu'il y en a avec un rythme répété. Ça, c'est la hiérarchie. Et elle est logique. Donc, on a un certain principe. Ça, c'est la partie entrée principale, entrée secondaire. Et l'autre, c'est des espaces de distribution. Là, d'autres locaux, là, des chambres d'hôtes, etc. Chronologiquement, le début, c'était une hésitation entre le baroque et la continuité de la Renaissance italienne. Par la suite, on a déclenché le classicisme par Louis XIV avec le château de Versailles, où là, on a le style qu'on appelle le style Versailles. Et ce classicisme, c'était très sobre, dénudé de décoration. On s'intéresse juste au minimum d'éléments décoratifs. Bien sûr, cette production très rigide, elle a été critiquée. Aucun fait a une certaine réaction avec Louis XV. Et on a développé ce qu'on appelle le rococo. On va le voir par la suite. Des illustrations pour voir ce qui se passe. Donc là, c'est les premières productions architecturales. On voit toujours cet aspect de niche, les frontons qu'on essaie de retrouver, les codes stylistiques. Parfois, on reprend les arcs plein cintre, même ici, même s'il n'est pas vraiment inclus au niveau du corps de la fenêtre, on le met au-dessus de l'ouverture. Par la suite, Château de Versailles, c'était la consécration de cette architecture classiciste, si on peut le dire. Donc là, on peut voir au niveau de cette très grande façade divisée en trois parties, 1, 2, 3, et chacune, elle est elle-même traitée d'une manière différente. Donc au niveau de cet élément, celui-là et celui-là par rapport au corps du reste. L'architecture classiciste en français, ou l'architecture classique, le classique français, donnait beaucoup plus d'importance aussi aux espaces extérieurs. Vous voyez le grand château qui organise tout un jardin, un espace public tout autour. François Mansart, c'est l'architecte de la monarchie. C'est lui pratiquement qui a établi les lignes directrices de cette architecture classique. Donc on a abandonné la brique au profit de la pierre. Pourquoi d'après vous? Parce que la pierre elle est considérée comme un matériau plus noble et comme le bâtiment il est érigé dans un objectif de glorifier la monarchie, donc on voulait quelque chose de plus noble. Il y a une hiérarchie des volumes. Ce qu'on a vu les diapos précédentes. Les décors sont très sobres et maîtrisés, donc il n'y a pas beaucoup d'éléments décoratifs. Ici, il y en a, le nombre il est réduit, où on va les placer dans une certaine logique. Donc il y a une réflexion avant de disposer les éléments décoratifs. C'est une lecture rationnelle de l'Antiquité, donc on s'inspire de l'architecture romaine, de l'architecture grecque, oui. On reprend les éléments et on essaie toujours de respecter les principes et pas seulement les éléments. Donc on va prendre une colonne, on va la respecter, on va prendre avec les proportions, etc. Mais on va aussi s'inspirer des principes de cette colonne, c'est-à-dire sa répartition en trois parties, l'ordre qu'elle utilise, la symétrie, le rythme, etc. Très souvent, je dis très souvent, donc on utilise des fenêtres, des ouvertures rectangulaires assez hautes, donc il y aura beaucoup plus en hauteur qu'en largeur, surmontées parfois d'arcs. Et bien sûr, s'il y a un arc, ça serait plein cintre, parce que plein cintre, il renvoie à cette architecture antique et à cette pureté.
Donc, il y a aussi des notions de rationalité de Descartes. Oui, on a besoin d'une raison logique pour justifier une action artistique. Donc, l'action artistique, c'est dessiner, donner une forme, euh, disposer un élément d'ornementation et de décoration à l'action, et il faut la justifier selon une certaine logique. Donc, pourquoi vous mettez cet objet là précisément? Donc, là, si on va faire une comparaison entre les deux propositions, par exemple, la production italienne et le classicisme français, donc là, la pierre, elle est visible. Il y a cette hiérarchie des volumes. Donc, on a la partie 1, 2. La partie elle est 3, c'est la plus importante. Puis, on a la façade dans une ligne directe. Donc, l'aspect dynamique, alors, on a dans cette hiérarchie des volumes. On ne pose pas les statuettes n'importe où, donc uniquement dans les parties qui ont plus de valeur. Les niches avec des statues, c'est pas n'importe où, c'est durant cette partie. Donc si on veut diviser la façade en plusieurs parties, on peut trouver la partie médiane au centre, c'est elle qui a le plus d'importance, plus de valeur, et on lui, bien sûr, logiquement, il y a la notion de Descartes de logique, de rationalité, donc logiquement, on va lui donner beaucoup plus d'importance en ce qui concerne les lignes et les éléments décoratifs. Si on va zoomer ici, donc on voit que l'échelle n'est pas très monumentale. C'est vrai qu'il y a une hauteur double, mais chez qui met les églises baroques, l'ordre il est très bien respecté. C'est les mêmes travées, les mêmes distances, la même disposition, les mêmes proportions, l'architrave, les différentes frises et corniches. Le respect des principes, c'est-à-dire les éléments les plus importants en façade, c'est des colonnes, puis c'est des pilastres dans un second degré, que ce soit Hanaya ou là, Hanaya aussi on utilise des pilastres. Production architecturale, donc c'était beaucoup plus une architecture de château et de palais. C'est logique, puisque là on veut glorifier la monarchie. L'objectif n'est pas religieux, donc on n'a pas construit beaucoup d'églises. La naissance d'un type, donc le type château de Versailles, avec les places royales et les jardins qui sont des jardins carrés ou là beaucoup plus géométriques. Qui est une scénarisation de l'espace, donc on parcourt un espace particulier, on va voir des différentes percées visuelles. Donc je vous fais un exemple à travers des séquences. Il y a un agencement très géométrique des jardins. Là par exemple la place des Vosges. Donc vous observez que le travail, quand on dit carré, oui, c'est un carré qui est tronqué, etc. Mais c'est un aspect purement géométrique. Donc on travaille l'espace géométriquement. Cet aspect de scénarisation de l'espace, donc en arrivant ici, on va voir une vue, mais on ne peut pas découvrir tout le bâtiment d'un seul coup, là, toute la place d'un seul coup. Donc on va se déplacer jusque là. Là, on va avoir une autre vue, une autre scène. Mais on ne peut pas découvrir ce qui se passe de ce niveau. Donc il faut parcourir et avoir d'autres scènes. Et c'est ça la scénarisation de l'espace. On ne va pas exposer notre objet en entier d'un seul coup. Donc on va le faire découvrir. Château de Vaux-le-Vicomte, donc ça c'est un château qui est considéré comme un des châteaux qui représente cette architecture classique en France. Damon, donc on va voir les façades, elles sont linéaires, lisses, plates. On peut la diviser en plusieurs parties, donc la partie centrale, puis ça, puis les deux ailes de part et d'autre. Une symétrie frappante, il y a une reprise de l'architecture ancienne, on a repris avec des colonnes différentes. Ici, on a des pilastres, donc c'est des parties qui ont une valeur moins importante que la partie centrale, donc on a travaillé avec des pilastres. Des fenêtres rectangulaires, beaucoup plus hautes que larges, travaille avec le matériau pierre et souvent on travaille avec le bossage au niveau du rez-de-chaussée plus importante que les autres niveaux. Donc là il y a toujours une symétrie, un respect des trames
un travail avec des arcs plein cintre, sauf qu'ici on a travaillé avec une nouvelle colonne. On aura le temps de discuter de cette colonne qui est un peu particulière, une colonne à disque. Donc elle n'est pas cylindrique mais fait à deux diamètres, du disque extérieur et du disque intérieur. Le rococo, il est venu après une critique de ce classicisme. C'est-à-dire le classicisme qu'on a vu, il était critiqué dans une certaine partie. À un certain moment, on s'est dit, comment veut-on glorifier cette monarchie, cette architecture, en réduisant au maximum les éléments décoratifs. Et on a bien sûr l'argument de cette nouvelle approche, c'était faire un retour de la décoration. Donc il y a une volonté de donner beaucoup plus de liberté aux architectes pour inclure des éléments décoratifs. On a trouvé que l'architecture était un peu tristounette, c'est-à-dire cette architecture très sobre de décoration. Donc on a voulu intégrer des motifs comme des coquillages, des plumes, des feuillages. Donc c'est pour ça qu'on parle de rococo, c'est le rocaille. Donc les coquillages, les éléments naturels. Donc on a des lignes sinueuses s'inscrivant souvent dans un C ou dans un S, donc il y a des formes C ou la S, dans des courbures, dans les éléments décoratifs. Les motifs sont parfois asymétriques et à l'intérieur on utilise des miroirs pour donner plus d'espace. Le résultat final donc de le rococo c'est quoi? C'est une structure classique avec des décors rajoutés. Donc le rococo c'était pas un style à part, c'était juste une architecture classiciste, là une architecture classique française. Oui, on a ajouté des décorations. Donc, telle la side, donc c'est une structure classique. Donc, la partie au milieu, on va leur donner plus d'importance avec un décrochement, avec un traitement particulier. Mais au lieu de travailler des fenêtres rectangulaires, très sobres, on a commencé à ajouter des éléments décoratifs. On a un peu partout. Alors, au niveau des ouvertures. Ok, donc ça c'est إضافة. Le rococo, c'est toujours lundi un calque de décoration que je vais ajouter. Au lieu de travailler, ça c'est pas un arc plein cintre, c'est un arc surbaissé. Et on va inclure quand même des éléments, des sculptures au niveau de ces parties. Là aussi, donc la morphologie générale, le gabarit, donc classique, des fenêtres rectangulaires plus hautes que larges, une symétrie frappante, une partie centrale plus un peu mise en avant par rapport aux autres côtés latéraux, mais observez ce qu'on ajoute comme décoration ici, ce qu'on essaie de surcharger. Même le pilastre Hanaya, on l'a déformé. Ce n'est plus de l'ionique, mais ce sont deux pilastres jumelés. C'est un coquillage, la perle à l'intérieur. Et là, vous voyez une certaine liberté. C'est pas très très sobre. Hein. L'arcade, il n'est pas pur. Hein. C'est pas une forme géométrique particulière, mais c'est une forme sinueuse. Donc, si on essaie de faire une synthèse de ces deux précédents cours, donc dans les années 1400, c'était l'architecture de la Renaissance, avec un retour direct vers l'architecture romaine. Ce retour il a été nourri par la découverte de la perspective par Filippo Brunelleschi, l'invention de l'imprimé à Gutenberg et la lecture des textes anciens. Donc on a redécouvert les textes de Vitruve qui ont été étudiés et réédités par Alberti et par Brunelleschi. شفنا comment Bradamante il prenait le respect strict des règles romaines. Donc bien sûr, il y a une restriction, c'est quelque chose de très strict. Plus de restrictions, moins de liberté. Il y a des gens, il y a des architectes. Il y a des architectes, il y a des artistes qui veulent se libérer. Ils ne veulent pas travailler avec ce respect strict, on veut se libérer. Chefna Palladio, comment il a voulu reprendre l'architecture romaine avec une certaine liberté, mais très sobre. Chefna Michel-Ange,
Michelangelo yani et Da Vignola, les rahouf le maniérisme. Donc reprendre l'architecture romaine, mais avec beaucoup plus de liberté. La recherche de la liberté, c'est la création, c'est la différence. Donc, استعملنا la différence ou cette création variée et riche au profit de l'Église dans son histoire de réforme et contre-réforme pour attirer les fidèles. Et donc, cette architecture baroque, c'est une architecture religieuse différente par la théâtralisation des espaces, par les illusions optiques, le dynamisme et le non-conformisme. Non-conformisme, les églises, elles ne sont pas conformes, elles ne se conforment pas au code stylistique historique. Comme elles ont été faites les églises avant, forme qui rappelle symboliquement la croix, les différentes répartitions spatiales, 37, la nef, etc. On a vers quelque chose de différent. Ça, c'est en Italie. En France, on a une architecture royale, pas religieuse, royale, mais aussi différente. Donc, à travers la scénarisation des espaces, dynamisme, pas la hiérarchie des volumes, un travail très sobre et un rationalisme. Le rationalisme, c'est quelque chose qui guide un peu la création. Oui, il faut réduire les éléments décoratifs, etc. Habina, on se libère du rationalisme, on va vers le rococo. Ça, c'est en France. Une architecture qui est très intéressante puisqu'elle se base sur des règles géométriques, elle est rationnelle, ok. Elle puise dans l'héritage romain, mais on revient vers la surcharge décorative. Le rococo, il était considéré logiquement par la suite comme un effet de mode. Oui, l'architecture véritable, le véritable style, c'est le classicisme français. Juste pour évoquer une petite subtilité au niveau des notions, c'est quand on parle de l'architecture classique d'une manière générale, là on fait renvoi à l'architecture classique antique, le romain et le grec. Quand on parle d'une architecture classique, l'architecture française dans cette période, donc là on va parler du classicisme, là on va parler de l'architecture classique française. On va l'architecture classique sans suffixe pour définir l'architecture classique antique, c'est-à-dire grecque et romaine. Voilà, je vous remercie pour votre attention et au prochain cours, Inch'Allah.